Bienvenue sur le podcast Parlons peu, parlons perles. Vous allez tout savoir sur les perles fines ou de culture à travers le monde sous forme d'une histoire. Que vous connaissiez déjà ce métier, que vous aimiez les perles, la Polynésie ou tout simplement la mer, ce podcast est fait pour vous. Je suis Nathalie Legloaec, experte en perles de culture et fondatrice de la marque Aux Perles du Paradis. Je vais vous faire découvrir la perliculture et la vie sur une ferme perlière. Il n'est plus question de projet, mais de la réalisation de ce projet. Aller créer une ferme perlière au Tuamotu. Tout est à construire, aussi bien à terre que dans le lagon, et il faudra procéder méthodiquement et en ordre, et tout cela se fait dans un coin du monde qui ressemble au paradis sur terre. Ça y est, l'aventure commence, l'aventure de la création intégrale d'une ferme perlière au Tuamotu. Vous imaginez ma joie, moi qui à chaque fois partais en vacances pour une durée déterminée, d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines au mieux, dans un coin paradisiaque. Là, il n'y a pas de durée déterminée. Je pars habiter au Tuamotu, sur un atoll, et plus particulièrement sur un petit motu, donc un petit îlot, où m'attendent mon amoureux et son copain qui ont déjà commencé à construire quelques éléments de la ferme perlière. C'est vraiment un grand moment dans ma vie de prendre cet avion à Tahiti pour partir habiter dans ce coin reculé de la Polynésie qui est au milieu du Pacifique. Et vraiment, j'ai l'impression d'être une aventurière parce que je ne sais pas bien ce qui m'attend. Même si je connais un tout petit peu la vie au Tuamotu, mais durant 1 mois, chez quelqu'un qui avait déjà tout construit. Donc là, je ne sais pas exactement ce qui m'attend et c'est le propre de l'aventure. Et c'est ça que j'aime dans la vie, c'est créer des choses, on ne sait pas ce qui nous attend, on imagine, on a préparé les choses. Je vous ai expliqué que j'étais partie en ville à Papeete, discuter avec un ingénieur au service de la mer et bien sûr avec tous les gens qui fournissent les perliculteurs pour poser plein de questions techniques et pour avoir le coût des bouées, des bouts, enfin de tout le matériel qui nous sera nécessaire. Ça, c'est la théorie. Donc, j'arrive avec ce bagage-là. J'arrive au Tuamotu avec ce bagage-là. Et maintenant, comment ça se passe en vrai, j'ai envie de dire. Alors, j'atterris sur le motu de l'aéroport. C'est la première fois que je le vois. L'aéroport a été construit quelques années auparavant par les militaires. Et c'est une grande chance pour l'atoll. Il y a à peu près 100 de fermes perlières au moment où j'atterris sur l'atoll de Hae en 2000. Et donc, à l'aéroport, il y a plein de gens qui viennent accueillir ceux qui arrivent. Et bien sûr, d'autres sont là pour repartir en ville à Papeete. Alors moi, je ne connais personne, évidemment, quand j'arrive là-bas. Mais par contre, tout le monde me regarde, évidemment, puisque j'apprendrai ça au fur et à mesure des mois que je passerai au Tuamotu. Tout le monde se connaît, c'est bien normal. C'est comme sur n'importe quelle île, en fait, tout le monde se connaît. Et là, il n'y a que des travailleurs, en fait, sur des fermes perlières ou les habitants, tout simplement, de l'atoll. Donc, c'est très agréable comme accueil parce que tout le monde me sourit. Mon amoureux est là, il est avec le maire parce que notre bateau n'était pas capable, à l'époque, de traverser le lagon pour venir jusqu'à l'aéroport. Donc, nous repartons tous ensemble, j'ai ma valise et hop là, l'aventure commence. Le maire nous dépose sur le motu où nous allons habiter. Et là, je rentre avec ma valise qui a des roulettes mais qui ne roule pas. C'est du corail, ça crisse de partout. Donc on porte la valise quand on est sur un motu. Et voilà, me voilà arrivée sur l'îlot où je vais vivre pendant X temps. Parce que ce jour-là, évidemment, je ne sais pas qu'il y aura une fin. Et heureusement que je ne le sais pas, parce que je suis très enthousiaste et vraiment très heureuse d'être là et de construire ce projet complètement incroyable. Ils ont construit un hangar, c'est 6 poteaux et un toit. Le toit, évidemment, c'est la première chose que nous devons construire pour récupérer l'eau de pluie. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir de l'eau. Il y a de l'eau saumâtre quand on creuse un petit peu le motu. Mais le motu, le sol du motu est constitué de corail et de sable uniquement. Là où nous habitons, il n'y a absolument pas de terre parce que ce motu est tout petit. Et à part des cocotiers
des miki-miki, des kahaya, des arbres en fait qui sont vraiment emblématiques des Tuamotu. Quelques haito, c'est du bois de fer, c'est des arbres très grands qui sont chouettes pour avoir de l'ombre et qui ont un bois imputrescible comme le kahaya. Et ça, pour la construction des éléments d'une ferme perlière, c'est vraiment très chouette d'avoir ces arbres-là à disposition. Même si on en coupe le moins possible, évidemment, parce qu'ils sont là pour protéger du soleil, bien évidemment, mais aussi avec leurs racines maintenir tout ce qui est dans le sol. Bref, donc un toit, des gouttières, 4 fûts, un fût à chaque coin, un fût de 200 litres. Donc quand j'arrive, les fûts sont pleins, il y a 800 litres d'eau à disposition. Cette eau va nous servir à boire, bien sûr, et à nous doucher, et à vivre, à cuisiner. Voilà, vivre vraiment, nous avons 800 litres. Pendant quelques mois, ça sera la seule solution pour avoir de l'eau. Et puis ensuite, au fur et à mesure, nous aurons une citerne de 8 mètres cubes. Donc là, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et il faut juste faire attention. Ça va peut-être dégoûter certains, mais que les rats ne tombent pas dans la citerne. Donc il faut... Voilà, on apprend tout ça en vivant sur un motu. Nous vivons avec la nature, en pleine nature. Et bien sûr que nous ne sommes pas les seuls à vivre sur le motu. Je le découvrirai encore après, quand je vais créer un petit potager dans un demi-fût de carburant coupé en deux. Donc on a coupé en deux ce fût et je vais essayer de faire pousser des tomates, des concombres, un petit peu de salade. Et voilà, je ne suis pas la seule à attendre impatiemment les tomates. Voilà, ce qui sera... c'est la vie d'un motu, c'est comme ça, c'est pas dégoûtant, c'est comme ça, c'est la vie. Quand on vit dans la campagne, en France, il y a aussi des animaux et c'est comme ça. Un rat nage, passe d'un motu à l'autre. Déjà, Bernard Moitessier l'expliquait dans Tamata et l'Alliance, que j'avais lu vraiment avec grand bonheur. Il expliquait qu'il y avait des rats sur son motu et il était parti en ville avec son bateau. Donc il était redescendu sur Papeete et il avait ramené plein de chats pour essayer d'éliminer les rats. Bon, les chats sont morts et les rats rigolent encore. Voilà, petit aparté. Donc, le hangar est construit. Ils ont construit une petite mezzanine pour mettre un matelas pour qu'on puisse dormir avec une moustiquaire. Mais sinon, il n'y a pas de mur. Donc, quand il pleut beaucoup, eh bien, nous nous débrouillons avec des bâches. Il y a un autre bungalow pour le copain de mon amoureux, donc qui va s'installer un petit peu plus loin. Et une cuisine, enfin, c'est-à-dire qu'on a posé un réchaud et la vaisselle très spartiate que l'on a, une casserole, une poêle. C'est vraiment le camping. Au départ, c'est vraiment le camping au point que moi, j'ai envie de faire du pain. Je suis une petite fille de boulanger et bretonne. Alors, je n'ai pas de beurre, mais j'ai envie d'avoir du pain parce que sinon, nous mangeons du riz essentiellement, mais j'avais envie de faire du pain. Mais je m'aperçois que je ne sais même pas la recette du pain. En fait, je ne sais pas quelle est la proportion exacte entre la farine, la levure et l'eau. L'eau salée que je prends dans le lagon directement, puisque ça évite de rajouter du sel. Bref, je vais mettre quelques jours pour définir exactement cette recette. Mon four sera une boîte de gâteaux, une grosse boîte de Sao, pour ceux qui connaissent. C'est des boîtes américaines, là, en alu. On va percer de part en part, on transperce de 2 fers à béton. Et le plat, pour cuisiner le pain, je n'ai même pas amené de plat. Ça va être une feuille d'inox, en fait, que l'on va souder de façon rectangle. Et pour que le pain ne colle pas à ce plat en inox, je vais y mettre des feuilles de l'arbre de kahaya qui vont embaumer le pain et qui évitent donc que la pâte colle au plat. Voilà, c'est ça ma vie au départ au Tuamotu. Je récupère beaucoup de bois pour faire le feu, pour cuire ce pain. Bref, ensuite, pour manger, nous avons un réchaud. L'eau, c'est l'eau de pluie. Moi, je suis arrivée avec des petits cachets pour mettre dans l'eau de pluie au départ, pour préserver mon estomac. Et puis finalement, au fur et à mesure, je laisse tomber, puisque de toute façon, je n'en ai plus. Et puis, c'est la vie, c'est comme ça. Mon corps doit s'habituer à cette nouvelle vie. Et puis évidemment, nous créons la ferme en de toutes pièces, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire délimiter la concession maritime, évidemment, pour ne pas empiéter sur le territoire des voisins, qui nous le feraient savoir assez rapidement de toute façon. Même si on s'entend bien, il faut chacun chez soi et c'est très bien. Donc nous délimitons la ferme perlière et ensuite il faut installer les corps morts au fond du lagon et installer ensuite les stations d'élevage et de collectage.
Pour tout cela, nous échangeons énormément avec les gens du village et avec les voisins pour essayer de savoir un peu comment font les uns et les autres et faire la part entre ce qui nous avait été dit en théorie à Papeete avec cet ingénieur de la mer et ce que nous disent les gens du village. Et puis après, nous allons essayer à notre façon. Et ça sera très bien ainsi. Des fois, le collectage marchera très bien. Des fois, ça marchera beaucoup moins bien. Mais j'ai envie de dire, c'est la nature, c'est comme ça. Et on fait avec. Et on apprend surtout au fur et à mesure. On essaye de jouer avec la lune. Est-ce qu'il faut mettre la station de collectage quand il n'y a pas de lune, quand il y a pleine lune? On nous avait aussi parlé de choc de température. C'est-à-dire que quand on sent que la température baisse ou monte, ça va faire pondre les huîtres. Donc c'est là que nous devons mettre les collecteurs sous l'eau pour essayer de capter les larves d'huîtres. Bref, nous allons apprendre énormément, évidemment, en expérimentant. Et tous les trois, nous travaillons tous les jours, du lever du soleil au coucher du soleil. Et ça se passe en harmonie, c'est vraiment très agréable. Mais le côté, le pendant de tout ça, c'est que nous ne parlons pas à grand monde, puisque nous sommes 3 à vivre sur le Motu. Et il faut s'habituer à ce silence, en fait. Parce qu'il n'y a pas de téléphone, nous n'avons pas d'électricité. Il y a du bruit quand nous mettons le petit groupe électrogène que nous avons amené avec nous. Parce que pour faire tourner la bétonnière, pour construire quand même des choses en béton, et notamment au fur et à mesure des mois, nous allons construire la maison. Un début de maison avait été construit par la famille de mon amoureux. Une maison de 5 mètres sur 5 mètres, donc 25 mètres carrés au sol. Et nous avons continué à fabriquer cette maison, à construire la maison avec ce que nous avions sur place et à faire un toit plat avec du matériel pour théoriquement isoler le toit de la pluie. Bon, nous n'avons pas été très bons là-dessus, donc il y a eu de nombreuses fuites par la suite. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Nous n'étions pas maçons, nous avons fait du mieux que nous pouvions. Donc nous construisons à terre, nous construisons sous l'eau, et la vie continue comme ça, petit à petit. La joie est de manger du pain, manger du poisson frais. Au départ, nous n'avons absolument pas de froid. Alors, il faut essayer de vous mettre dans le contexte, en fait. Nous n'avons pas de froid. Et ça, je pense que c'est peut-être la chose la plus compliquée, à se réhabituer à vivre sans réfrigérateur. Nous n'avons pas de froid parce que nous n'avons pas d'électricité. Ensuite, quelques mois plus tard, nous aurons des panneaux solaires et avec l'installation des panneaux solaires, alors il y aura un congélateur et un néon. Voilà, ce sera notre lumière où nous pouvons lire un peu plus le soir que pendant les premiers mois où la nuit tombe. Ensuite, nous sommes à la bougie et à la lampe tempête. Donc, autant vous dire que nous ne lisons pas très longtemps et nous dormons tout de suite parce que c'est très, très physique comme métier. Donc, voilà. Et c'est chouette. C'est vraiment une grande chance. Après avoir passé quelques années assise à un bureau, j'ai vraiment aimé cette partie-là aussi. C'est-à-dire qu'on est ou sur l'eau ou sous l'eau et on porte plein de choses. Il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport. Je vous assure que vraiment, on se fait les muscles. Donc au départ, pas de froid, donc la vie s'organise comme ça, c'est-à-dire qu'on va pêcher du poisson, on le mange le jour même. On ne le conserve pas, puisqu'il n'y a rien pour conserver le poisson. Donc on pêche ce dont on a besoin et on mange ce qu'on a pêché. Et voilà, c'est un cycle comme ça qui se répète tous les jours, avec un peu de riz, ou un peu des petits pois, ou des haricots, des boîtes de conserve que nous avons avec nous. Tout ça, ça se fait au réchaud. Et quelques mois plus tard, une fois que je constate que je n'ai absolument plus de bois sur le Motu, c'est un espace défini, donc quand je n'ai plus de bois à brûler pour faire cuire le pain dans mon four en boîte de gâteau, eh bien je retourne à Papeete pour acheter une gazinière et j'en profiterai pour acheter une machine à laver le linge Pomoto, c'est-à-dire une machine à laver le linge en plastique avec 2 bacs. Et on la branche, là au départ je la branchais au groupe électrogène, on la branche, c'est-à-dire qu'il y a un premier, on ajoute de l'eau avec un seau, donc j'ai ajouté de l'eau saumâtre, donc c'était vraiment une machine, c'était spartiate, j'ajoutais de l'eau saumâtre, je mettais le linge dedans, un tout petit peu de lessive, j'ai essayé de trouver de la lessive la moins nocive possible parce que
ça va s'évacuer là où est la machine. Donc, il ne faut pas polluer le sol. Bref, c'est vraiment tout un système. Quand on habite avec la nature, il faut vraiment faire attention à elle, puisque grâce à elle, nous sommes protégés de l'ombre et des vagues et tout ça. Mais il faut la protéger. Donc c'est vraiment, en fait, j'inciterai tout le monde à aller vivre quelques mois comme ça en autarcie, parce que ça remet bien les pendules à l'heure. Bref, j'ai cette gazinière et cette machine à laver le linge, et je vous assure que pour moi, à l'époque, c'est vraiment le luxe absolu. Nous n'aurons jamais le téléphone sur le Motu. Alors évidemment, il y a d'autres fermes perlières qui sont bien installées et qui ont des téléphones satellitaires, mais évidemment, nous n'en avons pas. Donc, au départ, on échange par courrier, donc on ne sait pas combien de temps la lettre va mettre pour aller des Tuamotu à Tahiti, et si jamais j'écris en France, de Tahiti jusqu'à la Bretagne, par exemple. Bon, il faut avoir le temps, mais on a le temps, en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que d'ailleurs, on n'a plus de montre, donc nous avons le temps. Et je vous assure que d'expérimenter ça, déjà, c'est un grand cadeau de la vie. Donc, la cabine téléphonique, pour finir avec le téléphone, va arriver en 2001 au village. Ça va être l'enjeu des élections municipales, la cabine téléphonique solaire au village et une autre à l'aéroport. Avant, nous allons communiquer en Polynésie avec la radio VHF, la radio bateau, à toi, à moi. Il faut aller au village le matin, donc nous allions vers entre 5 et 6 heures du matin au village. Là, nous disions notre numéro de téléphone à Clément, qui, quand un créneau horaire se libérait sur le canal, puisque la radio VHF, Radio Maïna, c'est une radio qui desservait la Polynésie. La Polynésie est grande comme l'Europe, donc tous les bateaux de Polynésie communiquent sur ce canal. Il fallait attendre qu'un créneau horaire se libère, donc on peut attendre des heures comme ça. Et je vous assure que quand vous avez attendu quelques heures et que vous entendez le répondeur du numéro que vous avez appelé, vous laissez un message en essayant de dire à la personne, de donner rendez-vous en fait à la personne que vous essayez de joindre pour le lendemain. Mais le rendez-vous, c'est entre 7h et midi, parce que nous ne savons pas quand il y aura une nouvelle plage horaire pour pouvoir téléphoner le lendemain. C'est la vie, c'est l'aventure, c'est comme ça, et je suis très heureuse de l'avoir vécu. En 2001, donc, une nouvelle cabine téléphonique arrive avec des cartes de téléphone. Et là, ensuite, il y aura 2 enjeux. Aller téléphoner à un moment où les batteries de la cabine sont pleines. C'est-à-dire que le dimanche matin, par exemple, à partir de 9h ou 10h, on sait que c'est pas la peine. Il y a eu tellement de monde à aller téléphoner que les batteries sont complètement vides, donc il faut attendre. Évidemment, la cabine est en plein soleil, puisqu'elle marche au solaire. Donc, c'est une cabine téléphonique comme il y a partout ailleurs, c'est-à-dire avec 4 vitres. Donc, on ouvrait la porte pour respirer, pour avoir de l'air dans la cabine, mais juste à côté, il y avait une classe d'école. Et je vous assure que les enfants suivaient souvent les conversations des gens qui étaient dans la cabine téléphonique. Et le deuxième enjeu va être d'avoir une carte téléphonique pour pouvoir téléphoner à la cabine. Et ça va être compliqué parce que des fois, il y avait des pénuries chez Ari qui nous vendait les cartes parce que le succès a été fulgurant, bien évidemment. Chacun a très vite pris l'habitude d'aller à la cabine pour appeler ses correspondants, que ce soit en Polynésie ou n'importe où à travers le monde, parce que ça a été quand même une révolution en 2001. Bref, ça a été vraiment une belle aventure. Ensuite, au quotidien, nous travaillons avec les huîtres, nous allons tous les jours sur les lignes, nous regardons s'il y a besoin d'ajouter des bouées pour maintenir les stations de collectage à l'horizontale et pour éviter qu'elles ne plongent à des profondeurs plus profondes que ce que nous avons décidé. Entre 3 mètres de la surface et 10 mètres. Ça dépend en fait des plongeurs qu'il y a sur la ferme perlière. Chez nous, c'était entre 3 et 6 mètres. Voilà. Donc, c'est ça, la vie au Tuamotu. C'est une vie très très simple. C'est une vie en fait comme un camping sauvage en fait, où il n'y a rien, il n'y a pas d'installation véritablement. Pour la vaisselle, par exemple, j'ai 2 bassines. Enfin, nous avons 2 bassines, parce que je n'étais pas préposée à la vaisselle. Il y avait une bassine remplie d'eau du lagon pour nettoyer la vaisselle et une autre avec de l'eau de pluie
pour économiser, en fait. On ne fait que rincer vite fait la vaisselle avec l'eau de pluie pour économiser l'eau, évidemment. Donc, je vous ai expliqué que nous avions un néon. Voilà, le soir, nous avions ce néon mais au bout de quelques mois, je ne sais plus exactement combien de mois, mais c'est 4-5 mois où nous avons vécu vraiment avec la lampe tempête. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Côté nourriture, eh bien, au départ, donc, il n'y a que le poisson du lagon et le riz. Et de temps en temps, nous recevions des cartons de nourriture. Et alors là, c'est vraiment un moment de fête. Et c'est un grand moment, en fait, sur la vie d'un atoll, quand la goélette arrive de Papeete pour livrer toutes les marchandises que les gens achètent en ville et attendent sur l'atoll. Donc, cette goélette part de Papeete et va desservir comme ça plusieurs atolls sur sa route avant de repartir à Papeete. La goélette qui arrivait sur l'atoll de Hae était le dory à l'époque, et le dory arrivait le mercredi, à des heures plus ou moins fixes. Et donc, quand on regardait à la passe si le dory arrivait, et si nous avions raté l'arrivée du dory, nous savions qu'il était là parce que nous voyions passer devant le motu plein de bateaux avec des travailleurs qui allaient chercher de la marchandise qui était livrée par cette goélette et qui était descendue sur le quai. Alors des fois, les barges du dory passaient carrément devant chez nous et livraient quand il y avait d'énormes quantités de bois, par exemple, à livrer, ou de sacs de ciment ou de choses comme ça. La goélette avait une barge qui livrait directement les motus qui avaient commandé ce matériel. Donc, il fallait toujours qu'il y ait un chenal, évidemment, au bord des motus pour que cette barge puisse passer, pour que tous les bateaux puissent passer. Donc, il était strictement interdit, évidemment, de mettre des lignes d'élevage ou des lignes, n'importe quelle ligne, en fait, parce que les hélices de bateaux ne devaient pas se prendre dans les lignes d'élevage ou de collectage. Donc, il y avait ce chenal qui était bien délimité. Et puis, donc, c'était la fête d'aller au village parce que tous les gens des motus, les gens des fermes perlières viennent chercher la marchandise. C'est le moment où on échange, on rigole, on parle. C'est vraiment le jour où on parle, en fait. Et j'en profitais pour aller voir Clément à la poste et voir si nous avions du courrier. Ça, c'était aussi très chouette. Il y avait une bannette pour le courrier du village et une bannette pour le courrier des motus, des petits îlots. Et je m'étais même abonnée à des revues pour avoir de la lecture, pour continuer à être un petit peu au courant de ce qui se passait à travers le monde. Mais je vous avoue qu'au fil des mois, je trouvais que tout allait trop vite et les gens étaient fous. Et j'ai un peu décroché. Bref, mais c'était agréable quand même de lire la presse. Voilà, donc c'était une grande joie de rencontrer du monde, de discuter, d'être avec les femmes du village. Parce qu'au fur et à mesure des mois, eh bien, je vais découvrir une nouvelle aventure, c'est-à-dire la grossesse. Voilà, en début de l'année 2001, je sens qu'il se passe quelque chose. Je vais au village voir Jérôme. Alors, Jérôme était aide-soignant, mais il était dentiste, il était médecin, pas chirurgien, mais vraiment, Jérôme est quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, il était au village, il avait l'infirmerie, c'est-à-dire un lit là, pour soigner, quelques médicaments, mais il n'y avait pas trop de frais. Donc, je ne sais même plus s'il avait un réfrigérateur pour avoir les vaccins, mais il me semble que c'était très spartiate. Bref, je vais le voir pour lui demander s'il a un test de grossesse. Je n'y crois qu'à moitié, mais si, il y avait des tests de grossesse. Je fais le test, je suis enceinte. Je retourne lui annoncer que je suis enceinte. Et là, c'était un grand moment. Parce qu'il me dit, écoute, j'ai déjà accouché 47 bébés, mais toi, je ne sais pas faire. Voilà, je n'ai jamais accouché une popa. Donc, quelqu'un qui n'est pas du village et qui n'est pas de Polynésie. Donc, c'est mieux que tu ailles en ville pour se faire suivre, en fait, pendant toute ta grossesse. Alors, je le rassure en lui disant que je n'avais pas l'intention d'accoucher sur le motu, puisque c'est ma première grossesse, mon premier bébé, et que ma limite est là, en fait. J'ai envie d'être suivie par un gynécologue. Et donc, je vais découvrir tout le processus quand vous êtes une fille des îles, quand vous habitez ailleurs.
C'est très très bien organisé puisqu'on vous dirige d'abord vers la maison des Tuamotu à Papeete. Donc vous êtes prise en charge par des gens vraiment adorables. On vous attribue un médecin, un gynécologue. Vous allez voir ce gynécologue, il fera tout le suivi de la grossesse. Donc je vais revenir 2 fois à Papeete pour faire les échographies. J'ai eu beaucoup de chance parce que tout s'est extrêmement bien passé. Et au 7e mois, je dois quitter les Tuamotu parce que je ne peux plus prendre l'avion. Donc 7 mois de grossesse, je pars. À 3 mois, je crois, j'étais enceinte de 3 mois. Comme j'avais le temps, j'ai décidé... Vous avez bien compris que j'étais un peu aventurière. J'ai décidé de prendre la goélette, le dory dont je vous parlais juste à l'instant. J'ai décidé de rentrer à Papeete avec le bateau. Alors, le capitaine du bateau n'était pas très content parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient à bord et encore moins des femmes enceintes. Donc, mais ils ont été absolument adorables avec moi. Mais j'avais envie de voir la vie d'un bateau, en fait. C'est ça les aventures des gens que je lisais quand j'étais à Paris. C'est de prendre un bateau et de vivre une espèce de croisière. Bon, là, ça durait 3 jours, c'était très court, mais j'ai vécu la vie de l'équipage qui, à chaque fois qu'il arrive sur un atoll, débarque de la marchandise et embarque du poisson, par exemple, sur l'atoll de Harutua, où je suis allée il y a 3 ans, et où, il y a 20 ans, 25 ans, je suis passée pour la première fois juste à bord du bateau, voir un peu comment ça se passait. Bref, au bout de 7 mois, je vais partir en ville, habiter chez mon ami Gaël, qui est resté travailler sur Papeete, et qui va m'héberger jusqu'à la naissance de notre bébé. Voilà pour aujourd'hui, c'est la vie sur une ferme perlière et vraiment je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à nous suivre comme d'habitude sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram, @auperlesduparadis. Vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix et bien sûr partager cet épisode avec votre entourage. Vous pouvez suivre aussi cette aventure sur notre site internet www.auperlesduparadis.com où il y a non seulement tous les épisodes du podcast également, mais il y a une rubrique où j'ai raconté la vie au Tuamotu, la vie de notre ferme perlière, avec des images. J'ai pas beaucoup d'images parce que mon appareil photo numérique était tombé rapidement en panne parce que nous n'avions pas d'électricité, je vous le rappelle. Donc un appareil photo numérique qui ne peut pas être rechargé subit l'humidité très rapidement et ne fonctionne plus. C'est la vie des Tuamotu. Mais d'ici le prochain épisode, parlons peu, parlons perles.